les années 60. Il avait des légitimités en Algérie, il était adoré par beaucoup d'Algériens, il avait de la légitimité en Liban, au Yémen, en Syrie, en Irak, mais pas en Égypte. C'est une réalité. Parce qu'en Égypte, le régime nassérien, et il viendra le jour où même les Égyptiens le diront, toute la tradition démocratique, pluraliste, constitutionnaliste, depuis 1923, a été complètement détruite par le régime nasser. Broyée par le régime nasser. L'Égypte, déjà dans les années 20, en 1923, avait déjà sa constitution et qui avait connu... C'est-à-dire depuis plus de 80 ans, l'Égypte en réalité n'a connu que quelques 5-6 ans de démocratisation où un parti comme le Wafd est arrivé à la tête du pouvoir par la voie électorale. Exact. C'est extraordinaire, c'était déjà... Exact. À cela, il faut ajouter des choses qui, sur le plan international, ont leur poids important. Dans les années 73, c'est une année particulièrement turbulente. Il y a eu l'affaire de Septembre Noir, le débarquement des révolutionnaires palestiniens à Alger. Il y a eu l'affaire des prises d'otages à Munich. Oui. Où on a vu le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Boumediene, un certain Abdelaziz Bouteflika, marcher la main dans la main à Carlos. Répète-moi ça. J'aimerais bien que, avec... Et ne baisse pas la voix. Je ne baisse pas. C'est dans les photos. Oui, c'est dans les photos. Je n'invente rien. En 1900, c'était en 73, 74, au jeu de Munich, quand il y a une prise d'otage à Munich, Abdelaziz Bouteflika. La prise d'otage, et tu parles des sportifs. Des sportifs juifs. Israéliens. Oui. Vous pouvez être juif, vous pouvez être arabe aussi. Très juste. Des sportifs israéliens qui ont été pris en otage à Munich et les commandos qui les avaient pris en otage avaient demandé une rançon. Et la rançon a été apportée par Abdelaziz Bouteflika qui marchait. Et il y a une photo qui a été prise de lui et elle a paru dans la plupart dans Paris Match. Il était la main dans la main avec Carlos. Et ça, il semblerait qu'il y a quelques films. Il y a un film où on le montre. Où on montre la photo. On montre la photo. Non, et avec ce film, il semblerait, moi je ne l'ai pas entendu personnellement, il semblerait que Carlos a fait une révélation comme quoi c'est pas Saddam Hussein qui le finançait, mais plutôt Al-Qaddafi. Et que l'argent lui a été transporté par Bouteflika. Il semblerait, moi, je n'ai pas entendu ça de la bouche, d'autant plus que lui, il est incarcéré, donc il est en prison. Mais en quoi ça pouvait... C'est quoi cette histoire? Pourquoi tu nous as raconté d'abord cette histoire? Pourquoi je raconte ça? Parce que... Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier, que l'Algérie était j'allais dire, le membre fondateur du Front du Refus. Du Refus d'abord, primo. Deuxièmement, c'était la Qibla. Donc de l'ensemble des révolutionnaires, aussi bien latino-américains, arabes, africains, etc. Et qu'à l'époque, toucher la main ou serrer la main ou être côte à côte avec Carlos, comme on l'a fait avec d'autres grands révolutionnaires, comme Che Guevara, qui a été reçu pendant longtemps ici par Bachir Boumaza et les autres révolutionnaires à l'indépendance nationale, etc. C'était une fierté nationale. Oui, bien sûr. Carlos a séjourné chez nous. Oui, bien sûr. C'est pas, à l'époque, il n'était pas considéré comme un terroriste pour un pays comme l'Algérie. L'Algérie, non. Et je ne pense pas, je ne crois pas que les Algériens, jusqu'à ce jour, considèrent Carlos comme un terroriste. Ils le considèrent comme un révolutionnaire. Moi, je le considère comme un révolutionnaire. Ça n'engage que moi. Mais... Donc, à l'époque, pour le ministre des Affaires étrangères, comme Abdelaziz Bouteflika, c'était plutôt consacrer une certaine politique étrangère, consacrer une certaine politique nationale. Il faut avoir les moyens de sa politique. Tu ne vas pas provoquer les gens chez eux. Tu vas en Europe marcher avec quelqu'un qui a abattu de sang-froid 2 policiers de la DST à la rue, derrière la bibliothèque du Panthéon. Alors qu'il était recherché par toutes les polices du monde. Ça c'est connu. Oui, oui. Et moi je ne le condamne pas, c'est sa lutte à lui, sa façon de lutter. Mais je crois que la France avait quelque chose en particulier, une dent, pour ne pas dire une longue canine, de crocodile ou de tigre contre Boumediene.
Oui. C'est que, il paraît, je ne suis pas dans le secret, je ne suis pas dans les secrets de l'État algérien. Par contre, des amis français gauchistes, parce que j'ai vécu en France dans les années 60, fin 60, dans les années 70, pardon, les amis gauchistes prétendaient, à tort ou à raison, que l'Algérie avait ouvert des camps d'entraînement pour les Corses et pour Action Directe. Ah. Et ça ne pardonne pas. Ce qui expliquerait une certaine animosité de la France contre la position de Boumediene. Bien sûr, contre Boumediene en particulier. Parce que Boumediene voulait prendre cette aura de révolutionnaire, y compris en recevant, en abritant, en encourageant et en finançant des mouvements subversifs, révolutionnaires, violents, du style catalan, corse, Action Directe, irlandais, etc. Ça, les Occidentaux ne le pardonnent pas. D'autant plus, ils ne le pardonnent pas, mais ils sont passés à l'exécution même d'un certain nombre de figures. Bien sûr. Tu as cité tout à l'heure l'exécution à Paris d'un certain Mehdi Bombarka. Ils l'ont fait également pour un certain Mohamed Boudia, qui était non seulement un militant, mais plutôt un acteur et un activiste reconnu, un leader même, un penseur du Front populaire palestinien, de la libération de la Palestine. Exactement. Et c'est quelqu'un qui, avec sa dimension intellectuelle, artistique, théâtrale, l'homme, il avait une stature de leader et de visionnaire aussi. Absolument. À la même période, ils ont été cités à plusieurs reprises dans la presse israélienne. Pour aller dans le même sens, Mohamed Boudia, Bachir Boumerza comme étant des terroristes. Pour aller dans le même sens. Et d'ailleurs, Boumerza était sur la liste des hommes à abattre après l'assassinat de Boudia. Il n'était pas le seul parce qu'il y avait Mohamed Ben Mansour. Oui. Qui est Mohamed Ben Mansour? Oui. Qui est Mohamed pour nos amis internautes? Mohamed Ben Mansour, c'était un militant algérien qui était responsable à très haut niveau du Front populaire de la libération de la Palestine avec Mohamed Boudia et qui était en charge de l'organisation du Front populaire de libération de la Palestine dans la région parisienne. Et il avait failli être intercepté au niveau de Nice. Et je ne sais pas comment il a pu échapper. Et Mohamed Ben Mansour a quitté clandestinement le territoire français grâce à Belqaïd. Mohamed Belqaïd, Mohamed Belqaïd, qui était ministre, qui était abattu, malheureusement pour lui, c'est une grande perte pour notre pays, en 1993, c'est ça, il a été tué en 1993. C'est Mohamed Belqaïd qui a fait réintégrer Mohamed Ben Mansour, qui n'est... Tu parles de notre ancien ministre. Oui, Abou Bakr. Abou Bakr, pas Mohamed. Abou Bakr Belqaïd. Il est né en 1933. Oui, exactement. C'est lui qui a fait rapatrier un certain nombre de gens qui étaient recherchés non seulement par la police française, par Interpol, mais qui étaient très activement recherchés par le Mossad. Dont Mohamed Ben Mansour. Et Mohamed Ben Mansour n'a dû s'en salir que parce qu'il a pu rentrer, et c'est Belqaïd qui a convaincu Boumediene de le faire rentrer. Et il est rentré à cette époque-là, au moment où il y a eu cette affaire de liquidation qui avait commencé. Il y avait Hachmaoui qui avait été, c'est ça, qui avait été tué à Paris. À Paris aussi. Représentant de la paix. D'ailleurs, c'est un dossier, je le dis à nos amis qui nous suivent, c'est un véritable dossier à suivre sur l'assassinat politique sur le territoire français de militants non français ou des militants pro-grande cause libératrice, révolutionnaire, mais français, quelle que soit leur, j'allais dire, origine
culturel ou cultuel, qu'ils soient catholiques, protestants ou juifs, français qui ont soutenu les grandes causes, etc. Ça serait également une bonne piste à suivre, et j'invite nos amis internautes à réfléchir avec nous sur cette question des assassinats politiques commis sur le territoire français avec la complicité des services d'enseignement français ou des acteurs qui étaient appuyés par le pouvoir, les pouvoirs occultes des régimes français, aussi bien de la droite que de la gauche. Oui. Aussi bien de la droite que de la gauche. Et je voudrais ajouter une chose, puisque nous sommes toujours dans les fameuses révélations, que à l'époque, quand les Mossad a commencé à tuer un certain nombre de gens, j'avais parlé de certains de nos anciens camarades qui étaient camarades du PRS, qui étaient militants du Front Populaire de Libération de la Palestine. Et bien, la direction du parti qui était en train de se mettre en place dans les années 78 a été loin en disant même qu'il fallait les sortir de l'organisation, les exclure de l'organisation parce qu'ils pouvaient nous porter préjudice. Ah, d'accord. Cela a concerné en particulier 2 militants dont je ne donnerai pas le nom, parce qu'ils sont toujours en activité. Je ne sais pas s'ils ont des liens avec le Front Populaire, ça c'est leur affaire, ce n'est pas la mienne, mais ils sont toujours en activité en France. Cette tendance de tenir, d'avoir une distance très grande avec tout ce qui est impliqué dans des mouvements révolutionnaires, et en particulier arabes, c'est-à-dire d'Orient, ou islamistes. Elle s'est confirmée dans la position que prend le parti du PRS sur la révolution iranienne. 79. En 79. Parce que, là encore, j'ouvre une parenthèse, quand Nasser Boudiaf dit que le PRS a été dissous en 78... Nasser Boudiaf, le fils, hein, le fils. Sur Respublica, justement, c'est important. Il se trompe, il a été désinformé, puisque le PRS a continué à fonctionner... Jusqu'en 82. Jusqu'en 82, je donnerai des explications une autre fois. Il a implosé, tu as dit la dernière fois. Il a implosé, oui, il a implosé, je donnerai des explications. Mais ce qui m'intéresse, c'est de montrer les positions, comment ont évolué ces positions du parti dans des questions extrêmement sensibles. Comme dans l'affaire du Sahara occidental, l'écrasante majorité du parti était pour l'indépendance et l'indépendance et le droit à l'émancipation du peuple sahraoui. L'écrasante majorité des militants du PRS étaient pour la révolution iranienne de Khomeini. Sauf la direction pourrie, corrompue, des gens qui, parce qu'ils étaient connus comme étant dirigeants du PRS, vous ne voulez pas en entendre parler. Ils ne voulaient pas s'afficher ou afficher une position officielle. Ce n'est même pas officiel, c'est à l'intérieur du parti. Ils disaient non, nous sommes contre les révolutions islamistes. Alors que les gens voyaient dans la révolution islamiste de Khomeini, elle est ce qu'elle est. C'est une révolution contre l'impérialisme de l'époque. Contre d'abord la dictature horrible d'un chat. Un chat pas avec un T. Oui. Sanguinaire. Le chat Pahlavi. Pahlavi, le prétendu empereur, qui est un sanguinaire, qui est vraiment l'horreur des horreurs dans des systèmes de la Savak qui est horrible. Les gens se sont dit, qu'elle soit islamiste ou pas islamiste, nous n'en avons strictement rien à cirer. Pour nous, comme on soutient le Sahara occidental dans ses revendications à l'indépendance, nous soutenons la révolution iranienne parce que, elle est une révolution contre un régime dictatorial, impérial, pourri. 2, c'est une révolution anti-impérialiste. C'est parfait.